Alors j'ai choisi la médecine parce que je n'avais pas d'imagination. Je Parce que vois. mon grand-père était professeur à la faculté de médecine, mon père était professeur à la faculté de médecine, et n'ayant pas d'imagination, pour moi c'est devenu quelque chose de naturel. Je n'ai jamais imaginé pouvoir faire autre chose que la médecine. Jamais. D'ailleurs peut-être que j'aurais été incapable de faire autre chose que la médecine. Et pourquoi la néphrologie alors? Alors là, c'est une très bonne question. Parce que pour tout vous dire, mon idée première était d'être pédiatre. J'adore les enfants et je voulais être pédiatre. Et puis, à l'époque où j'aurais pu me former à la pédiatrie, il y avait le service militaire en France et la guerre d'Algérie. Et ça veut dire que j'ai été obligé de faire 30 mois d'armée, le service militaire. Et j'avais dans mon concours d'internat une jeune femme qui était naine, achondroplase, et qui a décidé qu'elle ferait la pédiatrie. Et il est évident que quand je suis arrivé à la fin de mon service militaire, je n'avais plus aucune chance de pouvoir rester dans les hôpitaux parce qu'elle avait 2 ans et demi d'ancienneté sur moi. Et un élève de mon père me dit « Mais pourquoi vous n'essayez pas de faire de la néphrologie ?» Et c'est comme ça que par hasard, j'ai fait la néphrologie, ce dont je me réjouis maintenant pour tout ce que ça m'a apporté comme bonheur. Mais au départ, ça a été l'aventure, complètement. Et j'y ai vécu comme ça, l'aventure néphrologique. Mais ça a été le hasard. Alors quand on a vécu, je dirais, l'épopée, que nous, je dirais anciens, avons vécu, je me dis que il faudra, ça serait plus difficile parce qu'il y avait un enthousiasme, il y avait une passion. Et je dirais qu'à l'époque, la néphrologie, c'était de l'artisanat. Et c'est devenu de l'industrie. Et le fait est que ces années au départ, où il y avait une cohésion extraordinaire entre les médecins qui, eux, savaient faire marcher une machine, eux savaient mettre les mains, mettre des cathéters, mettre des shunts, puisqu'à l'époque c'était des shunts. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus du tout de la part des jeunes, je dirais, ce désir de participer à la relation, je dirais, véritable avec les malades. Et c'est probablement ce que je regrette le plus. Ce qui fait que je ne sais pas, parce que je ne vais pas me changer. Moi, je ne changerai pas mon caractère. Mais on voit les jeunes, il y a eu une évolution qui est quand même, qui m'inquiète un peu, pour tout dire. Eh bien, je crois que ce qui m'a marqué, j'ai eu trois éléments ou événements qui m'ont marqué. Le premier, quand j'ai donc décidé de faire la néphrologie, je suis allé dans le service de M. Burger à Paris, en 1963. Et à l'époque, déjà, M. Burger avait une réputation internationale remarquable. Et je suis arrivé dans ce service et j'ai encore le souvenir de la tristesse de cet hôpital, de ces salles qui étaient sombres, qui étaient des salles communes, du bureau tout petit dans lequel était M. Burger. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire que dans des conditions que je qualifierais maintenant de déplorables par rapport à ce qu'on a dans les hôpitaux actuellement, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Donc ça, c'est mon premier souvenir, c'est la discordance qu'il y avait entre, je vous dis, la pauvreté du cadre dans lequel s'effectuait la néphrologie, la naissance de la néphrologie avec un homme exceptionnel, et ça, l'intelligence d'un côté et le savoir dans des conditions qui étaient très misérables.
Et là, ça m'a marqué. Je dois dire, je me suis dit, tiens, on n'a pas forcément besoin d'avoir un environnement exceptionnel pour pouvoir être un grand homme. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça m'a beaucoup frappé. Je crois que la deuxième chose dont je garderai le souvenir, c'est la première fois où j'ai commencé la dialyse chronique. Quand on ne l'avait jamais fait à Marseille, on ne faisait pas de dialyse chronique, et moi je n'en faisais pas. Et quand en 64, à mon retour de chez M. Hamburger, j'ai commencé à dire, le premier malade qui était d'ailleurs une malade, pour lequel on dit, on va démarrer. Prendre cette malade en dialyse chronique, c'est un souvenir qui reste tout à fait gravé dans ma mémoire. Et le troisième point qui est pour moi quelque chose que les jeunes ne connaîtront pas, c'est qu'à l'époque, vous le savez, il y avait des insuffisances rénales aiguës post-abortum. Les avortements septiques, malheureusement, étaient nombreux. Et on recevait parfois, une fois par semaine, sinon plus, des femmes jeunes dans un état dramatique. Et cette lutte qu'il y avait entre la maladie galopante, parce que souvent elles arrivaient tard, avec une hémolyse, ce teint tout à fait particulier qui était le mélange d'hémolyse, d'ictère, un peu aubergine comme couleur, ces chutes tensionnelles où on faisait à la fois des exsanguinotransfusions, des dialyses, plus les antibiotiques qui n'étaient pas très nombreux à l'époque, et bien ce combat est probablement ce qui m'a marqué le plus dans ce qu'était le relationnel entre la vie des malades aigus et les infirmières qui avaient un dévouement, vous pouvez les appeler le jour, la nuit, elles venaient, elles s'investissaient. Et ça, c'est quelque chose qui, Dieu merci, ne se voit plus, puisque maintenant, ces avortements ont quasiment disparu. Mais c'est une épopée d'un homme, de la relation humaine avec la vie, qui pour moi m'a beaucoup marqué. Je vous dirais que le plus mauvais souvenir que j'ai, c'était les premières dialyses aiguës. Parce qu'à l'époque, il n'y avait comme possibilité, nous n'avions comme possibilité pour dialyser que le rein de Kolff-Richet. C'est-à-dire qu'il y avait deux pompes. Une pompe pour prendre le sang et une pompe pour le réinjecter, avec tout un circuit qui nécessitait une amorce de sang, du sang extérieur. Et là, vraiment, cet équilibre qu'il fallait avoir, surtout que c'était des malades en insuffisance rénale aiguë, entre ne pas trop tirer pour ne pas les créer un collapsus et ne pas trop réinjecter pour ne pas les mettre en inflation et en hypervolémie, ça c'est quelque chose qu'on ne peut même plus imaginer maintenant. Hein. Je veux dire que quand on voit les dialyses, c'est devenu autre chose. Et c'est vrai que cette évolution de la néphrologie qui s'est faite, je dirais, de ce côté très artisanal des machines par rapport maintenant à ce qu'on voit, aucun jeune ne peut l'imaginer. Quand on imagine que parce que ça, pour moi, c'est aussi très présent dans ma mémoire, les insuffisants rénaux chroniques, vous me disiez la dialyse, quand on utilisait les plaques, le rein de Kiel, qu'il fallait monter ces membranes avec une certaine pression, eh bien, le médecin que j'étais aidait les infirmières à monter les machines. C'était quelque chose de naturel. Et ça, c'est évidemment, à l'heure actuelle, c'est inimaginable. Il n'y a pas un médecin qui pourrait imaginer qu'on faisait sa cuisine. Car au fond, c'est un terme trivial, mais c'était ça. On préparait tout. On préparait le bain de dialyse, etc. Alors que maintenant, tout est servi, tout est fini. Je crois que ce sont ces images du passé qui me restent en mémoire et qui me font voir le trajet exceptionnel
qu'il y a eu en quelques années. Et c'est pour ça que, quand je vous disais tout à l'heure, oui, j'ai vécu une épopée. Oui, je suis passionné par ce qui s'est passé. Je reste passionné maintenant par le relationnel avec les malades. Parce que c'est vrai, on a créé une pathologie nouvelle, qui est la pathologie du chronique, qui se trouve confrontée à venir 3 fois par semaine, parfois plus, en dialyse, avec tout ce que ça représente, comme agression psychologique, comme changement de vie, comme modification au sein même de la famille, dans le relationnel de la famille. Et ça, c'est vrai que l'approche, je dirais, oui, je vous le disais, humaine de ces patients, est quelque chose, mon inquiétude, et vous me direz, je suis très pessimiste, oui. Mon inquiétude, c'est que les malades viennent, on les branche, on est la station-service. Mais on oublie beaucoup qu'il y a un être humain, et je dirais, et c'est ma conviction, mon souhait serait de dire que chaque médecin imagine qu'il pourrait être le patient. Et que dans ces conditions, peut-être, ça le sensibiliserait un peu plus à ce qui est indispensable, c'est-à-dire un peu de chaleur humaine. Le rôle, je dirais, qui serait essentiel, qu'il y ait effectivement. Oui, vous dites de l'amitié. C'est même, pour moi, c'est même plus que ça. C'est une espèce de relation affective qui devrait se créer entre le patient et le médecin. Mais encore faut-il que le médecin prenne le temps d'écouter, prenne le temps d'interroger le patient, non seulement sur lui, mais sur son environnement, sur sa famille. Parce que chacun d'entre nous a ses problèmes familiaux qui jouent un rôle dans notre fonctionnement de la vie normale. Mais combien de médecins le font? Combien de médecins prennent le temps de parler aux malades? Et c'est là où je dis que c'est mon inquiétude. On a tout à fait l'impression que maintenant, bon, la dialyse, ça fait partie du traitement des malades. Tant mieux, c'est naturel, c'est quelque chose qui ne pénètre plus dans l'esprit du médecin que c'est en fait quelque chose d'exceptionnel. Quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans, on sélectionnait les patients. Que les malades, quelques-uns étaient pris en dialyse et les autres, on ne pouvait pas les traiter et ils mouraient. Maintenant, on a élargi les possibilités de traitement, on ne refuse plus de malades, on prend des malades de plus en plus âgés. Et je dirais même que pour les patients âgés, qui quand même représentent probablement le pourcentage le plus important dans les centres de dialyse, je ne suis pas sûr que la dialyse représente une contrainte. Vous voyez, c'est un peu paradoxal que je dis, mais je pense que c'est pour des patients, vous le savez, les patients âgés sont souvent seuls chez eux, il n'y a plus de vie familiale, et le fait de venir 3 fois par semaine dans une structure crée une relation sociale qu'ils n'auraient pas s'ils étaient restés, s'ils restaient chez eux. Alors je ne dis pas que l'insuffisance rénale et le traitement, c'est bénéfique, mais c'est à ce point de vue-là quelque chose qui peut leur apporter, et qui, je suis certain, leur apporte un soutien psychologique et humain qui me paraît indispensable. Alors, je vais vous dire, dans la structure que je dirige, je n'ai plus maintenant une structure hospitalière, j'ai une psychologue. Parce que je pense que quand même, c'était une psychologue, elle est plus à même de discuter plus longtemps avec le patient et lui faire sortir ce que peut-être il n'oserait pas dire, y compris aux médecins d'ailleurs, parce qu'il y a une façon de parler, de poser des questions. Les médecins sont très mauvais pour ce genre de choses. Et si vous voulez, je vous dirai une chose.
Il y a quelques années, je me suis intéressé aux problèmes sexuels, des relations sexuelles chez les dialysés. Vous savez que, comme moi, les difficultés qu'ont ces patients. Et chaque fois que je fais un cours et que je traite de ce sujet, je dis, chacun sait que les néphrologues sont absolument pas préparés à savoir échanger et je dirais faire dire aux patients d'abord qu'ils l'expriment déjà leurs difficultés et souvent en l'exprimant ça soulage le patient. Et je dirais le dernier point, si j'en suis arrivé à ça et si maintenant le sujet est mieux abordé autour de moi et même par moi, c'est parce que vous le savez, j'ai fait un petit bouquin pour l'éducation des patients. Et j'ai rédigé un chapitre sur les problèmes sexuels. Et tous les patients dont j'ai la charge, ils ont le livre. Donc ils voient écrit ce qu'ils ressentent. Donc ils se disent, je ne suis pas une exception. C'est quelque chose qui arrive aux autres. Et si vous voulez, ça crée une espèce de libération et un échange de paroles qui est probablement plus facile. Et ça, je crois que c'est un élément important parce que ça fait partie de la vie. Hein. Et vous le savez à quel point, ça, pour les patients, il y a une pudeur qui fait qu'ils ne s'expriment pas sur quelque chose qui fait partie, je dirais, de notre vie courante. Et là, dans ces conditions, c'est vrai que j'ai vu, ça a permis de libérer un certain nombre de nos malades et c'est vrai que ça m'a rendu heureux. Oui, je pense que si vous voulez, pour résumer, je pense que le médecin doit être un humaniste. À l'heure actuelle, est-ce que c'est la recherche des concours, des succès? On gère, je veux dire, on évalue les médecins sur la recherche, sur la façon dans les laboratoires, sur l'expérimentation. Mais sur la relation humaine avec les patients, d'abord je crois que ça ne s'apprend pas. Et vous me disiez, pour l'enseignement, je dirais que c'est à la fois pour moi une source d'enthousiasme et de désillusion. De désillusion, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on voit, en particulier pour la néphrologie, l'angoisse que crée la néphrologie pour les étudiants, c'est quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Ils ont peur de la néphrologie, ils ont peut-être peur des néphrologues aussi, où on a la réputation d'être sérieux, d'être sévère, et ils pensent que le métabolisme, tout ça, ils ne savent pas, c'est trop difficile. Et mon bonheur était, pour les étudiants qui choisissaient dans mon service, de sentir qu'ils s'intéressaient, et quand ils partaient, ils disaient, mais au fond, c'est pas si difficile que ça. Et ça, pour un enseignant, c'est peut-être la plus grande récompense qu'on puisse avoir. C'est se dire, au fond, on est arrivé, mais justement par le côté relation directe, auprès du malade, au pied du lit du malade, tous les jours, d'expliquer la néphrologie, les troubles métaboliques, et se rendre compte que, bon, c'est pas simple, mais on peut expliquer les choses simplement et essayer de faire comprendre. Et quand un étudiant vous dit « j'ai compris » et part de votre service heureux, c'est quand même quelque chose de merveilleux. Alors l'éducation pour les patients, c'est effectivement une lourde tâche parce qu'ils sont à l'évidence non informés ou sous-informés. Et la conséquence de tout ça, c'est, vous le savez, 30 ou 40% des patients qui arrivent au stade ultime de leur insuffisance rénale qui n'ont jamais été informés de leur maladie, des possibilités thérapeutiques. Donc je crois que c'est quelque chose qui est indispensable, qui m'a amené à faire un livre pour essayer de donner des informations qui soient positives. Mon objectif était de ne pas dire « il ne faut pas faire ça ».
mais c'était de dire, voilà ce que vous pouvez faire. Pas vous devez faire, vous pouvez faire. Et je dirais qu'il y a un mot qui n'est jamais dans le livre, c'est le régime. La contrainte de l'alimentation est quelque chose d'épouvantable. Je n'ai pas un seul chapitre où je parle régime. On parle d'alimentation, de conseils pour se nourrir, mais jamais le régime, parce que pour les patients, c'est une contrainte supplémentaire. Et vous savez combien pour les patients, essayer d'apprendre qu'il vaut mieux éviter tel ou tel médicament, tel ou tel aliment, ne pas boire quand ils sont en dialyse. C'est vrai que l'angoisse de la balance chez le dialysé, c'est quelque chose qu'on a tous connu et qui fait qu'on doit répéter, mais je dirais sans contrainte, mais essayer de faire comprendre aux patients que c'est lui qui règle, je dirais, sa pression artérielle, son devenir, et que s'il mange un peu moins salé, il aura des possibilités de ne pas avoir cette soif qui est leur obsession. Donc je crois qu'essayer de leur apprendre, il faut du temps. Et c'est souvent quelque chose qui est difficile. Hein, et on ne réussit pas à tous les coups, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Ah oui, moi je crois qu'il y a deux catégories de patients. Il y a celui qui n'est absolument pas préparé parce qu'on ne lui en a pas parlé, parce qu'il apprend brutalement qu'il doit entrer en dialyse. C'est dramatique. Parce que pour lui, c'est une rupture de sa vie habituelle. C'est une rupture de sa vie familiale. Ce sont des contraintes de temps. Donc tout ça, c'est rythmé. La vie n'est plus rythmée qu'au rythme de 3 séances par semaine, de ne pas pouvoir voyager aussi facilement qu'il le faisait. Bon, je crois que justement, tout ce qui est important, c'est pour ceux qui démarrent comme ça la dialyse sans avoir eu la moindre information, c'est essayer de leur dire que ce bouleversement qu'ils ont ne doit pas être, je dirais, l'arrêt de la vie. C'est au contraire se restructurer dans les contraintes qu'ils vont avoir à vivre, c'est vrai, mais se restructurer et qu'ils pourront, je dirais, s'accommoder avec le temps à ce changement de rythme de vie et à ces contraintes. Par contre, si le patient est préparé, c'est-à-dire s'il connaît sa maladie avant, donc si on en a fait le diagnostic avant, je dirais qu'il y a deux façons pour eux. Il y a celui qui déprimera, qui ne va pas se battre, qui va refuser la dialyse. J'ai eu quelques exemples, c'est dramatique. Puis il y a celui qui va se dire, ce médecin, il est insupportable, je ne peux plus le voir, mais qui va se battre. Il va être à la fois, si vous voulez, où vous allez être pour lui, son ami et son ennemi. Mais ça, je trouve que c'est bien. Parce qu'au moins, il y a une réaction violente, mais il veut se battre, et c'est un malade qui se battra. Et c'est celui-là qui est le plus, je dirais à la limite, le plus facile à gérer. Celui qui se déprime et qui restera déprimé, c'est très dramatique. Ok. Ben, si je vous raconte, j'aurais plusieurs histoires, mais il y en a une qui est pas à ma gloire, mais que je trouve humoristique, si je puis dire. C'est l'histoire d'un malade que je suivais pour une hypertension artérielle et dont on fait l'exploration. À l'exploration, on constate qu'il a un rein atrophié, avec une artère donc qui n'était plus fonctionnelle, et de l'autre côté, le rein restant avait une sténose sur son artère rénale. Dans cette situation, je demande l'avis de mon collègue chirurgien urologue qui fait nos transplantations. Et qui me dit, mais il n'y a pas de problème, je vais traiter sa sténose de son rein fonctionnel et j'envoie le malade. Et je ne sais pas ce qui s'est passé
dans la tête du chirurgien. La première chose qu'il fait, il enlève le rein qui n'était plus fonctionnel et il le met dans une solution de Ringer, vous savez, pour maintenir les greffons en place. Il sort, il fait une chirurgie ex vivo de la sténose du rein, entre guillemets, sain, et il réimplante le rein en fosse iliaque comme une transplantation. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, hémorragie. Il réintervient sur le site opératoire pendant l'intervention. Ça se passe mal et il décide d'enlever le rein. Et il ne me tient toujours pas au courant. Et le pire, c'est qu'il se dit, il y a une seule solution, c'est mettre en place le rein qu'il avait conservé mais qui n'était pas fonctionnel. Il est arrivé ce qui devait arriver. Le malade a développé une insuffisance rénale aiguë dramatique. Vous savez comme moi, quand il y a les ennuis qui commencent, ils s'accumulent et le malade meurt 3 jours après. Plainte de la famille pour une faute que l'on m'a reprochée, que je me reproche, c'est que le médecin traitant de ce malade était un de mes anciens élèves, un jeune élève que j'avais eu dans mon service. Il me téléphonait et je lui envoie la lettre, le compte-rendu, en lui disant « Tu sais combien j'ai trouvé le geste audacieux. » Que fait le médecin généraliste? Il donne ma lettre à la famille, qui dépose plainte. Et à partir du moment où il y a une plainte, le juge d'instruction a le dossier en main. Le hasard fait que la juge d'instruction qui a cette affaire, je l'avais traitée pour une insuffisance rénale aiguë post-abortum. 10 ans avant. Et qu'elle m'en gardait une reconnaissance éternelle. Et elle me téléphone en me disant « Bon, il faut j'instruis ce dossier, je vais nommer des experts. Mais je ne vais pas me nommer des experts dans notre ville, je vais faire des experts parisiens. » Et l'expert parisien, c'était un néphrologue que je connaissais bien et un chirurgien vasculaire qui m'ont reçu comme si j'étais un condamné ou un prévenu. Et le chirurgien d'abord, moi après, pas de café, rien, vraiment. Et quand je suis revenu à Marseille, j'ai dit à la juge, vous savez, c'était certainement une très bonne idée, mais ça n'a pas été tout à fait décontracté, hein. Le rapport était moins dramatique que ce que je craignais et l'affaire a été classée. Donc je le dis, quand même, il y a eu un certain coup de pouce de la vie. Avoir eu comme ça cette jeune femme que j'avais eue pour une insuffisance rénale aiguë, je vous dis avec tous les drames que ça représentait, que nous avions tiré d'affaire et que ce soit justement elle qui instruise ce dossier, vous me direz que pour la famille, c'est évidemment quelque chose dont j'ai un peu honte, mais je n'y suis pour rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du chirurgien? Voilà, ça c'est le souvenir pour moi, vous voyez, qui est à la fois humoristique, triste, mais une anecdote dans la vie que peut avoir un néphrologue dans une longue carrière. Une anecdote d'espoir, voyons. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme une anecdote? Très probablement, l'espoir, ce sont les patients qui, je dirais, ont pu être greffés et qui ont retrouvé, je dirais, une vie qui n'est pas une vie normale, mais qui tout de même ont une vie qui est dépourvue de dialyse. Je crois que la néphrologie, c'est ça, c'est se dire avant, on ne pouvait rien faire. On ne guérit pas d'une insuffisance rénale.
On ne guérit pas non plus, entre guillemets, d'une transplantation, mais malgré tout, quand les choses se passent bien, on arrive à pouvoir avoir une vie qui est tout à fait extraordinaire. Et là, je dirais que quand je pense aux premières transplantations, moi, la première transplantation que j'ai suivie était à Necker, à l'époque où on faisait une irradiation totale de l'organisme. Vous voyez un peu ce que ça représente. Et là, le professeur Cronier, à l'époque, m'avait dit ben, c'est vous qui la suivrez pendant que j'étais là, ce qui était un honneur pour moi. Mais j'en ai gardé un souvenir épouvantable, parce que c'était une irradiation, il y avait une aplasie médulaire après, et donc les risques de septicémie, c'était affreux. Et je dois dire que quand je regarde quelle était la vie des premiers patients qu'on a greffés par rapport à après, donc si vous voulez, avant la cyclosporine et après. Avant la cyclosporine, il y avait quoi? Les corticoïdes et l'azatioprine. Beaucoup faisaient des rejets, et les rejets chroniques et étaient repris en dialyse peu de temps après. Mais ceux qui vivaient étaient dans un état exceptionnel. Moi, j'ai des patients qui ont vécu 20 ans, 25 ans, sans le moindre problème, sans le moindre problème. Donc c'est vrai que là, il y avait la sélection naturelle, hein, c'est parfaitement exact. Mais j'ai encore ces souvenirs, j'ai souvenir d'une malade qui était ravissante et qui a vécu 25 ans comme ça. Malheureusement, elle a quand même développé, au bout de 25 ans, un lymphome dont elle est morte. Mais elle a vécu de façon tout à fait exceptionnelle. Elle a eu une grossesse, entre autres. Donc je veux dire, je ne peux pas dire que je regrette la technique de transplantation, enfin le suivi des transplantés du début par rapport à ce qu'elle est maintenant, parce qu'évidemment la survie est très supérieure avec les nouveaux immunosuppresseurs. Mais quand on compare, je dirais, comment ils étaient et ce que sont beaucoup de malades, on les voit souvent, ils sont un peu cushingoïdes, ils ont des poils, ils ont un diabète. D'accord, ils vivent, mais parfois c'est pas toujours aussi bien que ce qu'on veut bien dire. Et si je devais dire une révolte, là c'est plus un espoir, c'est une révolte. Même si je suis le seul à avoir une pensée de ce type, c'est ce que je vois faire actuellement vis-à-vis de la transplantation à donneur vivant. Là, je vous assure, pour moi, c'est quelque chose qui me rend très mal à l'aise. Cette espèce de pression qu'on met sur la famille. On a beau dire, mais ils sont quand même culpabilisés s'il y a un refus. Je le vis très mal. Et je le vis d'autant plus mal que, si vous voulez, dans ma carrière, j'ai suivi à peu près 850 greffés, qui quand même est pas mal. Sur ces 850, j'ai fait 3 donneurs vivants. 3. Il y avait des patients qui me disaient, mais ma mère, ma soeur, tout ce que vous voulez, veut donner un. J'ai dit, pas de problème, qui viennent me voir et on en discute. Et chaque fois, eh bien, il y avait, dès qu'on pouvait trouver une porte de sortie pour avoir un prétexte officiel de dire c'est pas possible de faire la transplantation, ils l'ont pris. Alors je ne peux pas imaginer que brutalement les mentalités aient changé. Mais il y a une espèce de pression dans les journaux, les médecins, qui me gêne. Ça, c'est peut-être mon côté humain qui est, ou humaniste, ou rétrograde, appelez-le comme vous voulez, qui m'amène à avoir cette pensée. Mais c'est vrai que ça, je voulais le dire. Mais parce que vous avez absolument raison. Voilà, mais c'est vrai, mais je sais que je n'entre pas dans la vision, je dirais, classique de l'approche du traitement des patients à l'heure actuelle. Mais quand même, je crois qu'un médecin ne peut pas tout se permettre et c'est quand même lui qui fait beaucoup de pression. Et ça me choque. Voilà. C'est un coup de colère. Vous êtes
Ça, c'est la seule question que je n'aurais pas voulu que vous me posiez. Néanmoins, je pense que je choisirai la dialyse. Parce que, malgré tout, faite dans des conditions, je dirais, normales, et le patient pris en charge, ou étant pris en charge de façon, je dirais, rationnelle et pas trop tardive, je pense qu'il y a quand même un confort de vie, surtout quand on a un certain âge, qui est au moins égal, sinon supérieur, à ce que pourrait être la transplantation. Je pense que, alors là, je préférerais en centre, mais à condition d'être seul, si c'est possible. Voilà, parce qu'il est vrai qu'être mélangé aux autres patients, moi je préfère un peu l'individualité. Voilà, je n'ai pas besoin d'avoir des voisins à côté qui parlent. Non, je préfère ma tranquillité. En ce qui concerne la dialyse, incontestablement, la simplification du matériel de dialyse, non seulement la simplification, mais la fiabilité. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, la dialyse peut être faite, mais la preuve, c'est qu'on faisait la dialyse à domicile. Donc ça sous-entend que la dialyse, ce n'est pas quelque chose qui soit exceptionnellement difficile. Et c'est vrai que la sécurité qu'il y a maintenant avec les générateurs fait que c'est quand même quelque chose qui est un très grand progrès. De même tout le choix qu'il y a dans les dialyseurs ou dans les filtres, appelez comme vous voulez, peu importe. Pour moi, je dirais que ça, c'est un progrès exceptionnel. Mais probablement, dans la dialyse, ce qui est le plus grand progrès, c'est qu'on ait enfin réalisé qu'un bon générateur, c'est bien. Un bon dialyseur, c'est intéressant. Mais de la bonne eau, ça, c'est exceptionnel. Et depuis qu'on a vu qu'il fallait une eau ultra pure, etc., et qu'on dialyse les patients dans ces conditions, il est sûr qu'il y a un confort dans la dialyse à court terme, mais aussi à moyen et long terme, qui est un des très grands progrès dans la construction intellectuelle. On s'est rendu compte qu'une eau qui n'était pas traitée de façon ultra pure, il y avait des conséquences qui arrivaient. Hein, je veux dire, tout le monde connaît ça, toute l'amylose, les syndromes du canal carpien, tous ces chocs thermiques qu'il y avait, et ça ne se voit plus maintenant. Et je pense que dans quelques années, on ne verra plus, ou très peu de syndrome du canal carpien, alors que moi, je dirais que beaucoup de mes malades anciens ont développé un syndrome du canal carpien, par exemple. Donc ça, je crois que c'est un... Vous voyez, dans la hiérarchie du confort et des progrès, l'approche qu'il y a eu de traitement de l'eau et la compréhension qu'il y a sur les conséquences qu'il y a entre une bonne eau et une eau qui est de qualité, je dirais, médiocre, ça c'est quelque chose d'exceptionnel dans la progression du traitement de la dialyse, du dialysé. Alors, sur la greffe, si vous voulez, on se glorifie effectivement des nouveaux traitements, disons depuis la cyclosporine. Alors c'est vrai que on ne voit pratiquement plus d'insuffisance rénale aiguë, de rejet aigu, c'est tout à fait exceptionnel maintenant. Bon. Mais il y a des choses qu'on n'évite pas. Et vous voyez, vous me disiez, tiens, une anecdote. Ben, j'en ai une sur la transplantation. J'ai une jeune fille, elle avait 18 ans. Je la dialysais, elle était jolie comme un cœur. Elle est jolie comme un cœur. Elle avait une glomérulonéphrite qui était une hyalinose segmentaire et focale. Elle a été dialysée, je ne me souviens plus, 6 mois ou 1 an, et on l'a greffée. Dans les jours qui ont suivi la transplantation,
s'est installé un syndrome néphrotique à une protéinurie majeure, échec complet de tout traitement, complet. Et j'ai fait les pires choses, hein. Lui emboliser ses propres reins en me disant que c'est son sérin qui crée le syndrome néphrotique. Et finalement, au bout de 4 mois, on a arrêté et elle a été reprise en dialyse. En 4 mois, j'avais transformé cette très jolie fille en une cushingoïde. Ça a été épouvantable. Et elle est en dialyse maintenant, je l'ai reprise depuis 15 ans. Elle est toujours jolie comme un cœur. Et heureusement, elle ne veut pas retenter une transplantation. Parce que je crains que la cause originelle ne se répercute sur une nouvelle greffe. Donc voilà, je veux dire, la greffe, oui, elle a fait des progrès, c'est évident. Il y a une survie qui est beaucoup plus longue, c'est sûr. Mais elle n'a pas tout évité. Et la nature a une mémoire extraordinaire. Hélas, au plan immunologique, c'est sûr. Et je vous dis, cet exemple de cette glomérulopathie, je crois que c'est quelque chose dont il faut le garder en mémoire aussi. Vous voyez, c'est important. Alors, ce que vous venez de dire était très important parce que, vous le savez, en France, il y a, je ne sais plus, il y a 2 ou 3 ans, il y a un acteur de cinéma qui a donné un rein à sa sœur. L'acteur de cinéma, c'était Richard Berry, qui a donné un rein à sa sœur. Et ils ont fait un article dans une grande revue où on faisait un tableau de la dialyse qui était apocalyptique. Et je me suis retenu d'envoyer un article incendiaire pour dire que c'est inacceptable de faire des choses comme ça, parce que pour les patients qui sont en dialyse et pour ceux pour lesquels ça va arriver, vous vous rendez compte comment psychologiquement le patient peut dire « Ah tiens, c'est la dialyse, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est dramatique ». Eh bien malheureusement, ce que vous venez de dire, c'est ça. Pour beaucoup, d'un côté, alors qu'il y a des contraintes, il y a des risques, c'est pas nul, hein. Les immunosuppresseurs à vie, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'exemple que je vous ai donné, et il y en a d'autres, hein, et je ne suis pas le seul pour lequel ça arrive. Donc attention, hein, pas d'enthousiasme tout à fait irréfléchi, irraisonné vis-à-vis de la transplantation. Je crois que ça c'est important. Je ne sais pas s'il y a de la poésie dans la médecine. Je dois dire que je ne me suis jamais posé la question telle que. Mais est-ce que c'est poésie, je dirais pas. Mais est-ce que c'est pas un peu une romance que cette vie relationnelle que l'on a avec les patients? Et je dirais presque que c'est, pour moi, parfois un roman d'amour. Alors je dirais d'abord que s'il a choisi la médecine, j'ose espérer qu'il l'a fait parce que il avait, je dirais, une passion du relationnel. J'ose espérer qu'il n'a pas fait la médecine uniquement parce que pendant des années, on a dit les médecins, ça gagne bien la vie. Donc cet aspect matériel, j'espère que ce n'est pas lui qui a sous-tendu le choix du métier. Je l'espère. Deuxièmement, s'il l'a fait parce que la médecine et la relation qu'il peut avoir, qu'il espérait avoir ou qu'il espère avoir avec des patients, comment j'encouragerais ou lui demander de faire la néphrologie? Je dirais qu'il a entre les mains un miracle. Il y a 50 ans, même moi, les malades mouraient. Il y a eu un peu de cellophane et on est arrivé à les faire vivre. Et maintenant, je dirais, la dialyse, entre autres, a permis, d'individualiser la néphrologie, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et 2, je dis, c'est un miracle, parce que
pour vraiment quelque chose d'extrêmement simple, on arrive à faire vivre un malade. On arrive en 12 heures ou 15 heures par semaine à remplacer ce que fait un rein 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est là où je dis c'est un miracle. Et j'espère qu'il aura encore envie de se dire que oui, la médecine, ça peut apporter du bonheur.